Bienvenue dans Les Exilés, une histoire du refuge huguenot. Je suis Antoine Gouritin. Dans ce podcast du Musée protestant et Regard protestant, je vous propose de suivre avec moi les réfugiés huguenots qui choisissent l'exil hors du royaume de France, suite à l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes en 1685. Dans l'épisode précédent, nous avons suivi l'évolution de la réflexion dans toute l'Europe autour du statut des réfugiés pour raisons religieuses. Nous avons également suivi le long processus qui mène à la révocation de l'édit de Nantes en 1685, interdisant de fait la religion protestante en France et entraînant le départ d'une partie des fidèles à l'étranger. Certains, anticipant l'événement, s'étaient déjà réfugiés en Angleterre, aux Pays-Bas et même déjà en Amérique. Même si nombreux sont ceux qui abjurent leur foi et se convertissent au catholicisme, la question du départ se pose. Épisode 2. Partir ? C'est très difficile d'arriver à faire la part des paramètres qui jouent dans la décision de partir ou dans la décision de rester. Hubert Bost, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, PSL. Il y a à l'évidence la question des têtes de pont. A-t-on ou n'a-t-on pas d'endroit où on peut atterrir en quelque sorte si l'on part ? Ça, c'est une chose. Il y a ensuite l'impression qu'on sera plus ou moins accueilli. Il est évident qu'il est plus facile pour un tisserand de démonter son métier à tisser ou pour un horloger de rassembler ses outils que pour un paysan de vendre sa terre. Donc il y a des professions qui sont plus aisément mobiles que d'autres. Certaines, et c'est en particulier le cas dans la noblesse et dans la finance, ont anticipé le coup et ont déjà fait partir une certaine quantité de leurs fonds. La situation des familles, en fonction de l'âge des enfants, peut jouer. Le degré de répugnance qu'on éprouve à l'égard de la nécessité de devenir catholique joue également. Le lieu d'origine, est-ce qu'on est dans un village où on est nombreux à être protestants et où par conséquent on va pouvoir se tenir les coudes en dépit des injonctions des curés, des évêques, des intendants, des délégués, etc. Ou est-ce qu'on est au contraire dans un endroit un peu isolé par rapport à une telle situation ? Le fait de savoir si on est près ou pas des frontières, des ports d'où l'on peut s'embarquer, tous ces éléments vont jouer à des titres divers. Il n'empêche que on pense, tout chiffre rabattu aujourd'hui, qu'il y a quand même environ 200 000 personnes qui ont dû quitter le royaume. Suzanne de Robillard. Étant à La Rochelle, ville capitale du pays de Nice et un port de mer en 1687, étant l'aîné des enfants de mon père et de ma mère, et en leur absence gouvernante du ménage qu'ils y avaient, et de 5 de mes frères et sœurs, les plus jeunes, dont l'aîné avait 10 ans, et la cadette 2, j'avais eu la permission de ce cher père et mère de chercher à profiter des occasions qui pourraient se présenter pour sortir hors du royaume avec tout ou partie de la famille. Très souvent, les familles font des choix stratégiques, et on retrouve la même chose chez les judéo-ibériques. Naïma Germani, professeur d'histoire moderne à l'université Grenoble-Alpes. Les familles, parfois, se séparent, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la famille qui reste pour gérer, par exemple, un commerce, pour garder les terres aussi, parce que si on part, on laisse les terres, et il y a toute une politique d'appropriation des biens de la part de la monarchie française. Donc parfois, pour préserver les terres, on laisse une personne sur place, qui doit le plus souvent se convertir. Principalement, c'est des lieux de refuge qui sont déjà connus, qui sont déjà identifiés, qui sont utilisés, avec notamment la Suisse, mais la Suisse qui sert plus de point de passage que de lieu de refuge définitif. Alors il y a deux choses. Il y a la Confédération helvétique qui sert un peu de plaque tournante, c'est-à-dire qu'il y a un flux massif, il y a à peu près 60 000 personnes qui passent par la Confédération helvétique. En fait, si on part du Royaume de France, grosso modo, les protestants du nord de la France, bassin parisien, etc., et l'ouest, essayent de trouver un passage soit par voie de terre vers la Hollande, soit par voie de mer vers l'Angleterre et la Hollande. Et ceux du sud, Languedoc, Dauphiné, etc., eux passent par la Suisse. Et effectivement, la Suisse, à l'époque, n'est pas en mesure d'accueillir matériellement ce flux considérable. Certaines sources disent qu'en une nuit, il y a 1000 personnes qui arrivent d'un seul coup aux portes de Genève. Donc ça, c'est compliqué. Genève, c'est 20 000 personnes, donc on imagine. Les capacités d'accueil ne sont pas considérables. Et donc, la Confédération, avec toute une correspondance européenne, avec ces lieux de refuge, organise la redistribution, si je puis dire, des réfugiés qui en Hollande, qui dans le Saint-Empire, en Angleterre, etc.
il y a une véritable réflexion sur les opportunités. Et on voit souvent d'ailleurs des exilés qui d'abord vont rester 1 an ou 2, par exemple, dans la Confédération helvétique, puis aller en Angleterre, puis aller en Allemagne. Enfin, voilà, il y a une circulation. En fait, l'exil, c'est un processus très long. C'est vraiment une errance qui peut durer longtemps. Judith Giton. De là, nous fûmes passés à Lyon, de là à Dijon. Nous poursuivîmes notre chemin pour aller à Metz, d'où nous embarquâmes sur la Moselle pour aller à Trèves. De là, nous fûmes à Coblence, de là à Cologne, où nous quittâmes le Rhin pour aller passer dans les Carrioles. Notre frère aîné n'avait que la Caroline dans son esprit. Nous passâmes en Hollande pour aller en Angleterre. Nous fûmes 3 mois à Londres pour attendre un vaisseau prêt pour la Caroline. Londres et des villes des Provinces-Unies, Amsterdam, Rotterdam aussi beaucoup, La Haye, sont des points de relais dans la migration. Bertrand Van Ruymbeck, professeur de civilisation américaine à l'université Paris 8. Alors même si la destination finale c'est l'Amérique anglaise, les réfugiés peuvent aussi passer par les Provinces-Unies, ensuite rejoindre Londres. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est rejoindre les colonies anglaises directement de l'Europe continentale. Donc ils passent nécessairement par Londres ou un autre port, mais c'est principalement Londres. Est-ce que les arrivées à Londres et les départs vers l'Amérique s'accélèrent déjà avant la révocation, comme on peut le voir pour d'autres endroits ? Les Huguenots commencent à partir vers l'Amérique principalement autour de la révocation. Mais le pic de la migration, c'est plutôt 87. Parce que, bien sûr, il faut le temps. Ça, c'est la grande question qui concerne la migration vers l'Amérique. C'est-à-dire, est-ce que les réfugiés, quand ils quittent la France, souhaitent aller en Amérique ? Ou est-ce que c'est une sorte d'échec, en fait ? Soit d'échec, ou alors parce qu'il y a de multiples facteurs pour traverser l'Atlantique. Comme pour aller au refuge, d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est l'esprit d'aventure ou des contacts ? Est-ce qu'ils connaissent des gens qui sont déjà installés en Amérique et qui leur écrivent des lettres ? Et c'est presque au cas par cas, mais on peut quand même dire qu'il est certain qu'il y a des Huguenots qui quittent la France pensant s'installer en Amérique. Nous l'entendrons dans les prochains épisodes, d'autres réfugiés aux Provinces-Unies continuent leur voyage, par exemple jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Le voyage est bien sûr à la fois compliqué et dangereux, même sans aller jusqu'en Caroline ou au Cap. Il y a des témoignages, beaucoup, qui décrivent que les frontières étaient très surveillées, que c'était très compliqué. Emma Giraud-Legrand étudie les conditions matérielles du voyage de sortie du Royaume de France dans le cadre d'une thèse à l'université d'Aix-Marseille. C'est quasiment impossible de la passer 2 jours sans passeport, tellement c'est surveillé. Donc ils le font soit 2 jours en étant déguisés ou avec des faux passeports, etc., à condition qu'ils puissent en avoir, soit de nuit, dans ce cas-là clandestinement, en se cachant dans la forêt ou dans des bateaux, dans des cales, etc., etc. Il avait engagé le capitaine de prendre 4 ou 5 personnes, que sa cache n'en pouvait pas contenir davantage, qu'il jetterait dans l'eau une barrique de vin et qu'il nous mettrait à fond de cale à sa place sur du sel. Il existe plusieurs itinéraires pour un même but. Il y en a vraiment des centaines. Par exemple, pour rejoindre Genève, on connaît l'itinéraire emprunté par une protestante qui a laissé un témoignage écrit de sa fuite. Cette protestante, c'est Blanche Gamon. Elle part de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Nous passâmes dans une montagne nommée Glandas, proche de Die, non sans peine, car c'est la plus rude que j'ai vue en ma vie. Nous avions de la neige jusqu'aux épaules, et nous marchâmes tout ce jour-là. Mais enfin, Dieu nous fit la grâce d'en sortir. Elle passe par Grenoble, elle traverse le plateau du Vercors, ensuite elle prend l'itinéraire du Grésivaudan, et ensuite elle atteint la frontière de la Savoie pour gagner Chambéry et Genève. Il y a une autre route, c'est de passer par Lyon, et dans ce cas-là, possibilité d'emprunter une route maritime, celle du Rhône, du coup, puisque le fleuve traverse la Suisse et une partie du Royaume de France. Donc c'est évidemment risqué, mais comme toutes les routes, à partir du moment où on est considéré comme un fugitif. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans le choix de la route, sans compter la topographie du terrain, relief, collines, les cours d'eau, etc., et les conditions météorologiques, donc la neige, la pluie, choisir si on part au mois de mars, si on part au mois de juin. La préparation, elle implique aussi le plus souvent de faire appel à d'autres acteurs, des guides, des bateliers, des maîtres de vaisseaux, des cabaretiers, etc. Beaucoup de personnes qui sont impliquées. Sur les rives des routes maritimes, sur les côtes, il y a un véritable négoce qui s'est mis en place avec des lieux d'embarcation, des horaires, des tarifs, etc. Les évasions par la mer, elles sont préparées à l'avance. Elles sont organisées par plusieurs parties. Il y a des lettres qui sont envoyées, les départs qui sont programmés à telle ou telle heure, à tel ou tel endroit. Et parfois, c'est des bateaux de plusieurs dizaines de fugitifs qui quittent les ports. Suzanne de Robillard. Nous prîmes soin de tenir nos têtes droit sous les poutres, afin que quand les visiteurs, selon leur belle coutume, larderaient leurs épées, ils ne nous perçassent pas le crâne. Aussitôt après nous être embarqués, on mit à la voile,
et les gens du roi y vinrent faire leur visite. Nous eûmes le bonheur de n'être ni trouvés ni découverts, de même qu'à la seconde et troisième fois. Après, il y a aussi des réseaux de passeurs en Bretagne et un peu partout en fait dans le royaume, voire au-delà. Tant qu'il y a des mers, des rivières, des fleuves, des villes, des frontières, etc., il y a une filière d'évasion à côté, clandestine évidemment, pour les protestants qui réclameraient ces services-là. Ces réseaux existent également bien sûr du côté de la répression, comme nous le montre cette lettre d'un certain Daniel de Francheville en Bretagne. Je viens de recevoir une lettre du sénéchal de Saint-Malo qui écrit qu'il y a dans la rivière de Dinan un bateau plein de 15 hommes armés et d'autant de femmes et enfants qui n'attendent que la commodité de la mer pour sortir. Je ne doute pas qu'ils n'en sortent beaucoup par les autres ports de la province. Il y a des réseaux de renseignement, en particulier le long des frontières, bien sûr, frontière est du royaume, mais aussi dans toutes les villes portuaires. Christelle Bernat, professeure d'histoire moderne à l'Institut protestant de théologie, faculté de Montpellier. Des réseaux d'espions dans les milieux d'ambassade. Et pas uniquement à l'étranger, dans les pays du refuge, mais aussi en France, puisque ce sont des lieux en fait, où se replie une partie des réformés du royaume et qui échangent, ou très souvent, c'est par le biais de l'ambassadeur aussi qu'on fait transiter un certain nombre de capitaux, de biens. Donc là aussi, c'est très surveillé. Avec l'aide, ce que l'on sait peu, des enclaves pontificales, Avignon et le comtat venessin aussi, qui servent de base arrière à la surveillance des réformés. Donc là, il y a une énorme surveillance de connivence, peu ou prou, en fonction des relations de la papauté aussi avec Louis XIV, qui ne sont pas très bonnes, on le sait. Mais il y a des périodes, effectivement, où ces lieux servent aussi à surveiller ces passages. On peut parler un petit peu du rôle des guides, des passeurs, qui est primordial pour quasiment tous les fugitifs au final. Oui, ouais, vraiment, ils jouent un rôle essentiel dans la réussite des évasions. Emma Giraud-Legrand. Pour la plupart, notamment en tant que connaisseurs des routes du royaume. Ils connaissent les avantages d'un itinéraire, les risques d'un autre. Ils savent éviter certaines zones de surveillance. Sans compter qu'ils sont pour la plupart intégrés aussi à des réseaux de complicité donc transfrontaliers. Jean Marteil. Nous nous étions soustraits à la grande persécution qu'exerça le duc de la Force à Bergerac par notre fuite à la campagne où nous nous étions cachés. Et comme le duc à son départ laissa des ordres très rigoureux contre nous, nous ne voyions aucun moyen d'éviter de tomber entre les mains de nos ennemis que par notre fuite en Hollande. Pour cet effet, nous fîmes venir un fameux et expérimenté guide d'Amsterdam qui faisait métier de ces périlleuses entreprises. On l'appelait communément le Gasconnet. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé lui ? Il était fin et adroit, fort prudent, et savait sur le bout du doigt la carte de toutes les routes et passages. Évidemment, un guide ne peut pas connaître, disons, tout le royaume, et c'est pourquoi parfois les guides y changent en cours de voyage. Par exemple, le guide Paul Berger, lui qui du coup a un gros dossier aux archives départementales de l'Hérault, lui, il guide certains fugitifs depuis Montpellier jusqu'à Lyon, et à Lyon, il met ses fugitifs en contact avec d'autres guides pour la fin du voyage vers la frontière suisse en général. Lyon et Montpellier, on sait que c'était des grandes villes de rendez-vous entre guides et fugitifs. C'était plus facile d'aller dans des grandes villes pour se mettre en contact avec des guides, mais pas non plus évident. Jeanne Fess. À Lyon, il nous fallut attendre avec beaucoup d'autres l'occasion d'un guide qui était difficile à trouver. D'autant que les défenses rigoureuses et les peines corporelles ordonnées contre eux rendaient la sortie difficile. Donc ouais, les guides, c'est pas des auxiliaires secondaires de la fuite des protestants, ils sont un peu un instrument quasi indispensable. Sans eux, l'exil il est plus long, il est plus compliqué et en général il est plus dangereux. Mais après, tous les protestants n'ont pas la chance de pouvoir demander l'aide d'un guide parce qu'il faut avoir l'argent suffisant pour les rétribuer. Ça, c'est une autre histoire aussi. On va en parler, c'est important. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de catholiques parmi ces gens-là. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ils font ça, malgré les risques ? Oui, il y a beaucoup de catholiques. Je peux dire que les catholiques qui viennent en aide aux fugitifs protestants, ils ne sont pas forcément animés par des motivations religieuses. La solidarité interconfessionnelle, elle est rare, elle est limitée et elle est fragile. Les catholiques viennent en aide aux protestants pour d'autres raisons et du coup souvent par intérêt financier. Et c'est un peu ça justement qui explique pourquoi les guides décident de venir en aide aux fugitifs, malgré le risque encouru. Les guides et les protestants, ils risquent un peu les mêmes choses. C'est soit la peine des galères perpétuelles, soit la peine de mort. Mais bon, l'appât du gain, parfois, c'est plus fort que beaucoup de choses. Suzanne de Robillard. J'accordai et promis au capitaine 200 livres par tête pour 5 de nous qu'il prendrait, ce qui faisait 1000 livres argent de France, et de lui donner la moitié de la somme avant de s'embarquer, l'autre moitié après être débarqué à Exeter, ville en Angleterre où il promettait de nous rendre.
Guider les protestants, c'est une activité qui est risquée, certes, mais c'est une activité qui est lucrative. S'offrir les services d'un guide, c'est un luxe. Le prix de la fuite, il est souvent assez élevé et il diverge selon de nombreux critères. Donc les chemins empruntés, le temps de marche, le nombre de fugitifs qu'un guide accompagne, les chevaux qui sont prêtés si le guide en est propriétaire, etc. Il y a quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est ce jeu entre fugitifs et guides, et où on sent, alors peut-être parce qu'il y a les histoires financières aussi en jeu, une relation qui est alors déjà transactionnelle et assez asymétrique quand même dans cette affaire. Ouais, il y a un petit paradoxe. Les guides représentent un espoir indispensable pour les protestants. Sans guide, la fuite, elle est quasiment impossible, comme on l'a dit. Et les guides, c'est des professionnels. Ils connaissent le terrain, ils ont des contacts, donc leur présence, elle conditionne directement la réussite d'une fuite. Et d'un autre côté, ils détiennent un pouvoir un peu considérable sur les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, clairement donc les protestants, puisque ils connaissent l'identité des fugitifs, ils connaissent leurs objectifs, ils connaissent leurs routes, ils connaissent leurs itinéraires, tout en fait. Et en cas de trahison, les protestants, ils seront arrêtés et envoyés dans les galères ou punis de mort. Les guides, comme ils sont motivés par l'appât du gain, ça alimente un petit peu cette crainte d'abus, d'escroquerie, de dénonciation, etc. Et il y a d'ailleurs de nombreux témoignages de protestants qui soulignent que les guides les ont abandonnés à leur sort après avoir été payés. Il y a même un témoignage qui évoque le meurtre d'une protestante par son guide. Jeanne Fess. Il pressa le cheval et lui fit prendre un sentier écarté dans un bois, pendant que ses 2 filles, à pied, ne purent les suivre. Les ayant perdues de vue dans l'obscurité de la nuit, elles tinrent au hasard le chemin de Genève, où, étant arrivées, elles ne purent apprendre aucune nouvelle de leur pauvre mère, qui doit avoir été assassinée par son malheureux guide, après lui avoir enlevé l'argent qu'elle portait. Pour approcher ces guides, il y a bien sûr les nombreux témoignages écrits a posteriori par les fugitifs que nous avons entendus tout au long de l'épisode, et dont nous reparlerons très bientôt. Il y a aussi d'autres sources qui intéressent Emma Giraud-Legrand pour essayer de comprendre comment se passe concrètement le voyage. C'est notamment le cas avec un guide bien connu qu'elle a évoqué tout à l'heure, un certain Paul Berger. Pour Paul Berger, on a une trace principalement parce que il a été arrêté. Forcément, c'est des traces des autorités donc royales. Je crois qu'on a son interrogatoire, ses divers interrogatoires. Et on a aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour ma thèse, c'est la liste de tous les objets et toutes les affaires qu'il avait sur lui. Donc c'est super intéressant. On a aussi retrouvé des cartes, comme des cartes de jeu qu'on a aujourd'hui, avec à l'arrière des prix, des calculs, etc. Donc probablement pour les voyages. On a aussi des noms qui sont écrits. Il y a des passeports également. Je crois qu'il en avait une dizaine de faux passeports qu'il devait probablement distribuer à des fugitifs. Il avait une liste de vêtements, il avait des perruques, il avait des papiers, des cartes, plein de choses. Et du coup, ça nous donne des indices sur comment se passait matériellement un voyage. C'est super intéressant. Paul Berger, il est super intéressant pour ça. Les témoignages sont bien sûr également une source importante pour ce travail, en les relisant dans l'optique d'y dénicher des informations sur les conditions matérielles du voyage. Ce n'est pas la seule façon dont ces témoignages peuvent être relus et exploités par les historiens aujourd'hui. Certains spécialistes insistent sur le fait que beaucoup des témoignages ont été écrits dans le but d'obtenir une aide. Le contexte d'écriture de ces récits dessine la figure du bon et du mauvais exilé, du vrai et du faux réfugié. Les réfugiés arrivent en masse. Ils ont abjuré. Donc ce sont des catholiques, théoriquement. Naïma Germani, professeure d'histoire moderne à l'université Grenoble-Alpes. Et donc la grande inquiétude des autorités, alors que ce soit les autorités genevoises ou les autorités bernoises ou lausannoises, peu importe, c'est de surtout ne pas laisser rentrer de vrais crypto-catholiques, des catholiques qui viendraient, n'est-ce pas, corrompre la communauté calviniste. La bourse de Genève reçoit les exilés et elle note tout ce qui passe. Et elle note véritablement une sorte de résumé de la vie, des circonstances. Et donc les gens racontent comment ils sont partis, à combien ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Donc c'est aussi une manière de vérifier s'ils sont exilés, s'ils sont de vrais exilés et s'ils méritent la charité. Quand on lit ces sources qui sont retranscrites par les diacres de la bourse de Genève, par exemple, on voit en creux que les exilés racontent, mettent en avant certains arguments pour émouvoir aussi leurs interlocuteurs et montrer leur détresse. Il s'agit de mettre en évidence la détresse matérielle, principalement, qui a été subie au nom de la foi. Finalement, c'est ça, le bon réfugié, c'est celui qui arrive à démontrer qu'il a accompli un sacrifice, c'est-à-dire qu'il a laissé derrière lui ses réseaux personnels, familiaux, professionnels,
Et c'est là que se dessine la figure du bon et du mauvais exilé, aussi par rapport, deuxième figure qui suscite une extrême méfiance en Europe, c'est la figure du sans-aveu, du vagabond. C'est aussi contre cette figure que les exilés doivent se construire un statut de pauvre ou de misérable pour la foi, au nom de la foi, et qui leur donne accès à des droits. Ce serait l'une des raisons pour lesquelles on retrouve des passages qui peuvent paraître stéréotypés, notamment des exhortations à Dieu et des références à la Bible. Pour certains historiens, cela devrait amener à être critique sur ces récits. J'ai demandé à Naïma Germani ce qu'elle pensait de cette discussion qui évoquait pour moi certains travaux beaucoup plus contemporains, notamment les recherches sur l'impact des traumatismes subis lors des voyages par les demandeurs d'asile sur leurs échanges avec les administrations. C'est l'historienne américaine Caroline Luigi-Chappell qui a beaucoup travaillé, et c'est vraiment absolument passionnant, sur ces récits, en montrant qu'ils étaient issus de la répétition de ce qu'on appelait des récits de reconnaissance. Alors, ce que c'est quand les protestants réfugiés arrivent quelque part, ils sont donc catholiques, ils doivent abjurer le catholicisme, ils le font donc devant la communauté, et pour être reconnus comme réfugiés, ils doivent ce qu'on appelle faire reconnaissance, c'est-à-dire raconter leur périple, les épreuves qu'ils ont subies, pour ensuite effectivement réintégrer la communauté réformée. Et donc, ces récits, ce que dit Caroline Luigi-Chappell, c'est qu'ils ont été répétés, puisqu'on voit, on va de ville en ville ou de pays en pays pour trouver sa place. Et à chaque fois, ces récits sont réitérés. J'ai trouvé ces travaux de Caroline Luigi-Chappell très intéressants, en lien avec l'actualité, comme vous le mentionniez, parce que le sociologue, par exemple, Didier Fassin, lui a beaucoup travaillé sur les demandeurs d'asile, et a montré que les récits demandés par exemple par l'OFPRA pour demander le statut par exemple de réfugié étaient très stéréotypés. C'est-à-dire que les administrations produisent chez les requérants des attentes qui fait que les récits adoptent des lieux communs, des passages obligés en quelque sorte, pour espérer obtenir des droits. Donc là, on a alors je ne vais pas faire de comparaison trop audacieuse, mais quand même, on a aussi cette idée qu'il y a en face, dans les sociétés d'accueil, des attentes en termes de sentiments moraux, d'épreuves subies, notamment le récit des persécutions. Les récits de persécution, les douleurs de l'exil doivent faire preuve, démontrent que vous êtes un véritable exilé. Et ces récits, donc il y a effectivement des choses qui se recoupent. Alors, en même temps, moi je suis un peu prudente, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi prendre au sérieux ces sources. Ne pas simplement avoir un point de vue purement cynique sur ces sources qui seraient pure stratégie. Les archives nous disent qu'il y a vraiment des arrestations, qu'il y a vraiment des formes de, dirait-on aujourd'hui, de torture. Donc moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y aurait un récit stéréotypé et donc faux. Et peut-être, on aurait enjolivé ou peut-être mettrait un peu trop l'accent sur les souffrances. Parce qu'après tout, être obligé de se séparer de sa famille, etc., on peut supposer qu'effectivement ça suppose des déchirements, des souffrances, des larmes, qui sont effectivement mises en évidence dans les récits, les témoignages. Mais quand on les confronte aux sources judiciaires, ma foi, la coïncidence est frappante. Et moi, je serais quand même encline à prendre, oui, je dirais, assez au sérieux. Bien sûr, il y a cette phraséologie, cette langue de Canaan, qui donne un sens théologico-moral aux épreuves subies. Mais ça, on peut le comprendre, mais qui n'efface en rien la réalité visiblement extrêmement dure des arrestations, de la peur ressentie. Et si ces récits sont arrivés en grand nombre jusqu'à nous, c'est parce que leur contenu dépasse largement leurs auteurs. Dès les premiers mois de l'exil, ils sont utilisés à des fins de propagande, ce qui ne veut encore une fois pas dire qu'il ne faut pas les prendre au sérieux. Ils jouent notamment un rôle primordial dans les échanges de la diaspora huguenote à l'étranger, mais aussi en France. C'est l'horizon du prochain épisode. Les Exilés, une histoire du refuge huguenot est un podcast produit par le Musée protestant, le portail web pour explorer l'histoire de la réforme protestante et des grandes figures du protestantisme en France et dans le monde, et Regard Protestant, portail de médias protestants francophones qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vu par les médias protestants. Réalisation, Antoine Gouritin, avec Hubert Bost, Naïma Germani, Bertrand Warmbeck, Emma Giraud-Legrand, Christelle Bernat. et les voix de Meryl Roche, Emmanuel Roche-Lévy.
musique du générique, Alexandre Lechaud. Visuel, Tom Bornarel. Retrouvez les épisodes précédents ainsi que nos autres enquêtes historiques sur muséeprotestant.org, regardprotestant au pluriel.com et dans votre application de podcast favorite. La semaine prochaine, dans Les Exilés, une histoire du refuge huguenot. Ils s'emparent de l'histoire biblique pour essayer de trouver un sens à ce qu'ils vivent. Voyez dans cet événement le premier coup de la ruine du papisme selon les prophéties du Nouveau Testament. On a effectivement chez Jurieu un phénomène d'appel à la résistance armée. Les liens épistolaires entre les réfugiés partout en Europe et en Amérique sont extrêmement importants.